Alors, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous avez passé une belle journée. Permettez-moi de me présenter. Je suis Joël Monzé. Je vais animer en fait une soirée bilan des élections québécoises. Alors, hier, la population québécoise était appelée à se prononcer pour une nouvelle composition de l'Assemblée nationale. Quelques 125 députés devaient être choisis parmi les 5 principaux partis politiques. Conformément au sondage, la coalition Avenir Québec est sortie grande gagnante avec 90 députés et formera le prochain gouvernement. L'opposition officielle et non officielle viendra essentiellement de l'île de Montréal, dont les habitants ont élu 19 députés libéraux et 10 représentants de Québec solidaire, ainsi que Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois. On compte également 2 autres péquistes, une représentante solidaire et 2 libéraux ailleurs au Québec. Curieusement, le Parti conservateur a obtenu 13% des votes, mais n'aura aucun député pour représenter la droite québécoise. En ce moment, seul le PLQ est considéré comme l'opposition au gouvernement caquiste. Les représentants de Québec solidaire avec 11 sièges, du Parti québécois avec 3 sièges, n'auront que très peu de ressources, et ce, même si le nombre de voix était similaire pour les 3 partis, à savoir 15%. Lors des 4 prochaines années, les médias auront donc un travail essentiel à réaliser pour contribuer à éclairer les enjeux sociétaux et les risques liés aux inévitables angles morts présents dans toutes les gouvernances. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons besoin que vous deveniez membre de notre plateforme d'information libremedia.ca, car votre implication est essentielle pour assurer notre travail. Je tiens à dire que depuis le début de l'aventure de LibreMédia, ma contribution est entièrement bénévole. Toutefois, nous avons besoin de votre implication pour soutenir l'équipe technique et les journalistes. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Joël Monzé, docteur en neurosciences et éthicien. Je suis un scientifique sans conflit d'intérêt. J'ai réalisé mon postdoctorat dans un laboratoire d'éthique politique pour y développer un axe de recherche sur les enjeux liés à la surconsommation des médicaments et les liens parfois douteux entre les universités et les entreprises pharmaceutiques. Ça fait 25 ans que je suis impliqué à différents degrés comme expert indépendant dans la politique québécoise. J'y ai développé des amitiés personnelles et professionnelles, mais surtout un grand respect de la fonction des députés, qu'ils soient dans l'opposition ou nommés ministres. Mes invités ce soir, par ordre alphabétique, Jérôme Blanchet-Gravel, c'est un essayiste. Jérôme est rédacteur en chef de Libre Média. Il est l'auteur de plusieurs livres, parmi lesquels La face cachée du multiculturalisme, un Québécois à Mexico. Il a co-rédigé l'ouvrage Crise sanitaire et régime sanitariste. Il fait paraître régulièrement des articles dans des journaux et magazines comme Le Figaro, Le Point, Causa, Conflit, La Presse et un magazine mexicain qui est El Imparcial. Philippe Langlois. Philippe est politologue. C'est un enseignant en sciences politiques au Collège militaire royal. Il a étudié en sciences politiques et se spécialise en relations internationales et en économie politique, tout particulièrement les crises économiques. Frédéric Lapointe. Je vous dirais que je connais Frédéric depuis 25 ans, car nous étions tous les deux impliqués à Fort Jeunesse, dont il fut le vice-président pendant quelques années. Par la suite, il a été vice-président du Mouvement national des Québécois, puis président de la Ligue d'action civique, après s'être impliqué au sein du Parti québécois. Aujourd'hui, il est conseiller en évaluation à l'Université de Montréal et trésorier de la Société Saint-Jean-Baptiste. Bonjour messieurs, merci d'être là. Alors, comme première question, j'aurais envie de vous dire, étiez-vous surpris des résultats que nous avons eu hier? Pour ma part, non. Il y a des éléments à la marge qui sont surprenants, la force du Parti libéral, la faiblesse du Parti conservateur du Québec, mais c'était une élection aux résultats attendus, non seulement à son aspect global, un gouvernement caquiste majoritaire, mais également dans la répartition, grosso modo, des sièges entre les 4 autres partis d'opposition. Hein. C'est le fruit de la concentration des votes là, et de notre régime politique, là, de notre mode de scrutin. Moi, non. Je ne sais pas, c'est quoi l'ordre des intervenants? On peut garder cet ordre-là pour les prochaines questions. Si tu veux. Ça va être, bien, moi, non, pas du tout. Pas surpris. Je m'attendais peut-être à peut-être 2 sièges, 3 sièges du PCQ, peut-être de 3 à 8 sièges pour le PQ, peut-être pas 8, mais disons que je m'attendais à un gouvernement évidemment majoritaire de la CAQ.
mais un petit peu plus de place pour les oppositions. Ce n'est pas du tout le cas. On va parler, évidemment, ça crée un énorme déficit de représentativité. On vivait déjà une grave crise de la représentation en Occident. Le Canada, le Québec n'y échappe pas. Donc, les gens se sentaient déjà peu représentés, en tout cas, une certaine catégorie de la population se sentait peu représentée par ses élus, par la classe politique, par la classe médiatique. Le phénomène existait avant la crise sanitaire. La crise sanitaire a amplifié ce phénomène-là. Et là, on se retrouve au Québec avec un système qui amplifie encore plus ce sentiment-là. Donc, pas surpris du tout, mais je me serais attendu un peu plus de place pour les oppositions. Mm-hmm. Merci. Philippe? Je vais faire le même son de cloche dans mon cas. D'abord, il faut quand même noter que les sondages ont été étonnamment précis, même si souvent ils ont une mauvaise réputation. Puis oui, ils se sont déjà trompés. Là, je me souviens je pense que c'était un analyste de l'UQAM qui avait dit qu'il mangerait sa chemise si Trump était élu. Et finalement, il n'a pas mangé sa chemise, mais l'honneur lui aurait imposé de le faire. Donc, les sondages ont quand même été étonnamment précis dans ce cas-ci. On pouvait avoir une assez bonne idée de ce qui allait se passer. Et on pouvait toujours, pour ceux qui n'étaient pas satisfaits du gouvernement sortant, on pouvait espérer un espèce de miracle, mais ça demeurait assez peu probable d'arriver. Même un gouvernement minoritaire caquiste aurait été extrêmement surprenant. Je veux dire, c'était attendu, c'était une vague bleu poudre. Donc, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise ici. J'ai l'impression que s'il y a des surprises, ça va peut-être être plutôt ce que le gouvernement va faire à partir de maintenant, mais ça, on en parlera plus tard. Oui, mais justement, en fait, la CAQ a obtenu 90 des 125 sièges et je vais insister sans présumer qu'ils vont abuser de leur pouvoir, d'accord? On est dans l'élément hypothétique. Est-ce qu'il y a des dangers ou des gros défis d'avoir une telle vague caquiste par rapport à la démocratie ici au Québec, vu la forme d'opposition qu'on a désormais pour les 4 prochaines années? Non, je ne crois pas. Il y a quelques fonctionnaires importants qui sont nommés aux 2 tiers et à l'occasion à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Donc là, ils ont atteint les 2 tiers, hein, le 90, là, la super majorité, c'est ça que ça veut dire. Mais contrairement à d'autres pays où une super majorité en Chambre permet d'amender, par exemple, une constitution ou de modifier considérablement les règles du jeu, ce n'est pas le cas au Québec. La plupart des lois qui touchent sur la transparence ou la nomination d'officiers indépendants ou les lois électorales sont par tradition adoptées à la relative unanimité de l'Assemblée nationale et il n'y a pas vraiment de raison que ça change. Ou si la CAQ déroge de ces traditions, de ces garde-fous, si j'ose dire, le fait d'être à 95 ou à 85 ne change pas vraiment la donne. Ils vont payer un prix politique s'ils rompent avec la tradition. Cela dit, c'est tout à fait sain de se poser la question. Hein, ça peut agir tel un vaccin sur le comportement du gouvernement très majoritaire que l'on a. Mais moi, je pense que sur le plan de la représentation, qu'il y a un danger. C'est-à-dire que là, je le répète, on était déjà dans un contexte en Occident où il y avait une crise de la représentation. Donc, c'est quoi? C'est des gens, c'est une proportion de la population qui ne se sent pas représentée par le système politique et par le système médiatique. Ça existait avant la pandémie. La pandémie a amené ça à un point qui était difficilement imaginable. Donc là, on a vraiment des gens qui sont devenus en rupture qui ont été amenés à rompre avec le système de diverses manières, des fois de manière plus soft, des fois de manière plus radicale. Et là, on se retrouve au Québec avec non seulement des gens qui se sentaient plus représentés par la classe politique, par la classe médiatique, mais là qui ont l'impression que le système démocratique est conçu de manière à les exclure du jeu politique. C'est extrêmement néfaste et malsain, je pense, pour la vitalité de la démocratie québécoise. C'est-à-dire qu'il faut, dans une démocratie saine, que les gens se sentent écoutés, qu'ils ne se sentent pas dénigrés, qu'ils ne se sentent pas exclus. On parle beaucoup d'exclusion des communautés culturelles, on parle de racisme, on parle de discrimination, on parle de gens, c'est ça, qui sont marginalisés par les institutions, on parle de racisme systémique, mais là, on se retrouve dans une situation où des gens sont systémiquement exclus quand même de l'Assemblée nationale pour des raisons de système électoral. C'est étonnant parce qu'on voit beaucoup de gens qui défendaient le système électoral, qui ne le défendent plus depuis
ce matin, depuis hier soir. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que c'est presque un consensus en ce moment chez les observateurs. Donc oui, pour répondre à la question, je pense qu'il y a un danger, mais ce ne se situe pas nécessairement sur le plan des mécanismes institutionnels décrits par Frédéric Lapointe, mais plus sur le plan de la représentation. Oui, moi, je rajouterais que c'est un décalage social essentiellement, où le plus grand est le décalage entre une certaine volonté populaire politique qui émerge en fait des masses versus le système politique. Le plus grand, vous allez avoir des tensions qui vont inévitablement arriver. Puis ça, c'est pas simplement un souhait ou un blâme ou je sais pas quoi, c'est un petit peu une forme de loi de cause et conséquences. C'est-à-dire que si vous avez un grand décalage dans un système démocratique, vous allez avoir des gens qui vont sentir que s'ils ne peuvent pas s'exprimer à travers le système politique formel, ils vont s'exprimer à travers le système politique informel. Et donc, ça risque d'arriver. En plus, moi, ce que j'ai l'impression, c'est peut-être un aspect psychologique et chez la CAQ et chez les autres partis de l'opposition et y compris dans l'opinion publique. C'est-à-dire que la CAQ va arriver avec l'impression d'une super légitimité. Peut-être qu'entre 80 députés et 90 députés, au final, en chambre, t'as le contrôle. Il y a la loi des 2/3 dont Frédéric parlait. Sauf que la différence entre le 76 qu'ils avaient avant et le 90, c'est une forme de légitimité presque, je dirais, psychologique. Et cette légitimité-là, eux vont avoir l'impression de l'avoir. Possible que les députés, les médias aient l'impression aussi un peu de l'avoir, voire même les partis d'opposition se sentent si faibles, pas très représentatifs. Ça, bon, peut-être pas, mais il y a cette espèce de... J'ai l'impression que le gouvernement va arriver avec une aura de légitimité, puis on a la caution démocratique, on a la caution du peuple, et maintenant, on y va avec notre programme. Et ça va peut-être aussi permettre d'expliquer qu'est-ce que le gouvernement va faire dans les prochains mois et les prochaines années. Mais par rapport a eu un bon commentaire. Oui? Vas-y. On a eu un bon commentaire de Guy Pilon. Effectivement, rappelons-le, le système parlementaire britannique dont on a hérité au Québec, au Canada, était fait pour deux partis, dans ce qu'on appelle le bipartisme. Et à partir du moment où on est dans le tripartisme, le quadripartisme, je ne sais pas, c'est sûr que ça marche moins bien. Donc, c'est fait pour deux grands partis. Et là, on va vers une ère où il y aura beaucoup plus de partis. On vit un espèce de phénomène d'éclatement idéologique. Il y a beaucoup plus de diversité idéologique dans la société, beaucoup plus qu'auparavant. Et donc, c'est sûr que c'est ça. Le système s'en trouve un peu désuet pour cette raison-là. Mais est-ce que c'est pas un peu un gain, le fait pour l'instant, on parle un peu moins de l'hypothétique souveraineté du Québec, qu'on ne parle pas nécessairement, même si le Parti québécois en a parlé, parce que ça a sa raison d'être, de demander un référendum un jour, le fait qu'on soit sorti justement de cette vision bicéphale pour ou contre rester dans le Canada, fait pas justement éclater un certain chapelet de différentes opinions, puis les gens ne se reconnaissent pas nécessairement, même s'il y a dans les programmes, il y a beaucoup d'éléments convergents, ça reste quand même que les gens ne se retrouvent pas nécessairement toujours dans l'un ou l'autre et donc vont préférer avoir une couleur qui est plus identitaire à ce qu'eux pensent. Oui, c'est un développement favorable que le mode de scrutin, par ailleurs, n'a pas empêché. On a dit longtemps qu'il fallait changer le mode de scrutin pour avoir plus d'options. On n'a pas changé le mode de scrutin. Et on a plus d'options. Puis une des raisons, c'est que les partis politiques ne vivent pas que de leurs députés à l'Assemblée nationale. Ils vivent, en particulier depuis la modification des lois sur le financement public, ils vivent du nombre de votes qu'ils ont réussi à obtenir. Et moindrement que vous avez un système médiatique qui offre un peu de visibilité là, aux nouveaux joueurs, ceux qui ramassent 50 000 membres en un an, c'est souvent assez pour avoir un peu de visibilité, vous vous retrouvez avec un multipartisme assez vivant. Et de l'autre côté, je ne voudrais pas qu'on idéalise non plus le bipartisme. Dans le système actuel, il y a eu des gouvernements qui ont été élus avec moins de votes que l'autre parti. Alors, même à deux partis, il y a des distorsions. Puis par ailleurs, la question nationale n'a pas toujours été saillante dans le débat politique au Québec, mais je vous soumets que dans le presque siècle où ça n'a pas été saillant, on gagnait les élections à coups de bâton de baseball, promesses de chèques, de frigidaires et de développement de routes. Je ne suis pas certain que ça a mené
au fait d'anoblir la politique. Au contraire, la présence du débat national a en quelque sorte repolitisé la scène des partis politiques et a fait en sorte que, en tout cas, au moins un des deux a prétendu à la vertu, puis l'autre a fini par suivre. Ça a pris une commission Charbonneau, mais on en est venu à bout. Et aujourd'hui, on a 5 partis qui sont à la fois, puis profitons de notre plaisir pendant qu'il est là, qui sont à la fois très colorés politiquement et pour la plupart, essentiellement très honnêtes dans la manière de faire de la politique. À un vol de dépliant près, là, bien entendu. Mais justement, on parlait... Oui, vas-y, Jérôme. Ben, je ne pense pas qu'on va y revenir parce que ça va être central. Aujourd'hui, j'imagine la réforme du mode de scrutin. Moi, je n'idéalise aucun système électoral. Puis, Joël, tu nous feras part de tes réserves par rapport à la proportionnelle que tu as observé plus en Europe. Mais je pense que là, il faut vraiment essayer de lire ce qu'il y a dans l'air. Puis, on est vraiment devant un désenchantement, vraiment une déception qui est majeure. Puis, rappelons-le, pourquoi, durant la crise sanitaire, on a eu autant de gens qui ont été exclus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été privés d'une voix à l'Assemblée nationale. Ensuite, on s'est plaint de leur radicalisation. On s'est mis à les traiter de toutes sortes de noms. On a déploré le fait qu'ils se sont tournés vers des leaders sur les réseaux sociaux, des leaders qui n'étaient pas toujours les meilleurs. Donc, ces gens-là n'avaient pas de voix. Donc, ils se sont tournés vers des canaux plus ou moins légitimes dans certains cas, alors que ça va être le même phénomène qui va se passer. Là, c'est plus grave qu'avant. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec les gens qui n'ont aucune voix à l'Assemblée nationale, que ce soit ceux du PCQ ou même du PQ, qui ont 3 sièges, là, mais non, je persiste à croire que là, c'est plus grave qu'avant. Au-delà de la mécanique, puis de l'idéalisation des systèmes, on est dans une situation plus grave. Là. Il y a un potentiel comme je disais tout à l'heure, il y a un potentiel de tension sociale plus élevé qui peut mener pas très loin ou beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait penser a priori dans 1, 2, 3 ans, là, selon ce qui se passe, évidemment. Là. Mais donc, effectivement, moi, je suis d'accord avec Jérôme, c'est un problème qui est soulevé chaque élection. Je n'ai pas vérifié, mais il y a même un de mes amis qui m'a dit que chaque gouvernement provincial, depuis les années 70, dit qu'il va changer le mode de scrutin et ne le fait pas. Fait qu'il y a aussi, je veux dire, c'est difficile de ne pas être excessivement cynique quand on entend la promesse à nouveau. Je veux dire, maintenant, moi, je fais presque des paris à combien de semaines ça va leur prendre avant d'abandonner cette promesse-là maintenant. D'ailleurs, je pense que peut-être la CAQ n'a pas fait cette promesse-là pour ces élections-là. Ils sont peut-être le premier gouvernement qui dit qu'on va gagner grâce au système britannique et on s'en fout de le changer. Au moins, ils ont été honnêtes là-dessus. Ils ont promis de ne pas le faire, donc il y a peut-être de l'espoir, si on veut être cynique. Oui, peut-être, effectivement. Finalement, c'est eux qui vont le faire à ce moment-là pour surprendre tout le monde. Donc, effectivement, c'est que ça atteint un certain paroxysme, puis il faudrait. Mais le problème, c'est qu'on est dépendant de ce que la CAQ va décider. Puis la CAQ, c'est pas dans son intérêt. Donc, si le gouvernement majoritaire avec 90 sièges trouve que changer le mode de scrutin, c'est pas vraiment dans son intérêt, puis ça ne l'intéresse pas, qui va le faire? Mais ça n'arrivera probablement pas. Mais à ce moment-là, ce serait quoi, selon vous, un mode de scrutin, si on fait une réforme, vers quoi est-ce qu'on pourrait aller? Je pense que Jérôme, tu soulignais ma réserve par rapport notamment à la Belgique, le pays dont je viens, où il y a tellement de partis finalement qui se présentent, chacun gagne quelques petits votes à gauche et à droite, on prend celui qui gagne le plus en Wallonie ou en Flandre, et il doit essayer de composer un gouvernement, puis les 2 dernières ou les 3 dernières fois, ça a pris 15 mois pour pouvoir arriver à avoir un gouvernement qui se tient debout. Donc, ça veut dire que ce sont les hauts fonctionnaires qui tiennent les rênes du pouvoir, alors que ce sont des gens non élus. Et c'est là qu'on est dans une situation problématique. L'Italie a été aussi, pendant de nombreuses années, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont, parce que ça fait un petit moment que je suis un peu moins l'actualité européenne, peut-être à part la Belgique ou la France, mais ça reste quand même que ça a été un pays qui était difficile à gouverner, justement à cause du côté extrêmement proportionnel de leur système. Alors vous en penseriez quoi? Oui, il y a des commissions parlementaires qui se sont penchées là-dessus. Il y a un projet qui a été amendé par la CAQ. Donc, la réflexion avance.
sur ce plan-là. Lorsque quelqu'un voudra passer à l'action, il pourra sortir de la boîte à idées des choses relativement bien développées, des compensatoires régionales. Enfin, tout ça a été bien identifié. Mais il faut vraiment qu'on ne perde pas de vue c'est quoi la transaction ou le compromis. On a parlé tout à l'heure d'Israël, de la Belgique ou de l'Italie. On peut prendre un exemple extrême. La Pologne de la Renaissance a essayé un parlement où tous les membres du Parlement avaient un droit de veto. Ils se sont dit, tout le monde va se sentir écouté. Il suffit qu'il y en ait un qui se fasse acheter par l'Empire russe, puis la Pologne est allée chez le diable. Donc, il y a aussi des limites à vouloir que tout processus décisionnel implique tout le monde et que tout le monde se sente bien à l'aise, bien représenté. Il y a aussi l'efficacité, il y a aussi l'exercice du pouvoir. Et de ce point de vue-là, les arguments d'un Christian Dufour à l'effet que le Québec comme province a peut-être à faire attention à ne pas déstabiliser son système politique parce que ça peut porter à conséquences qui peuvent être existentielles. Oui, bien, les conséquences. La thèse de Dufour, c'est de dire que la proportionnelle nuirait à la majorité québécoise et ça nuirait finalement au nationalisme québécois. C'est ça sa thèse, parce que ça va donner plus de poids aux anglophones, plus de poids aux minorités culturelles. Donc, il va y avoir un morcellement forcément de l'Assemblée nationale. Puis donc c'est ça, ça nuirait à la majorité francophone historique. C'est la thèse de Dufour. Il faut y penser. Puis en même temps, c'est vrai qu'il faut éviter de tomber dans le fantasme aussi de la gauche woke qui voudrait une représentativité parfaite et pure de la population. C'est-à-dire quand on joue à il faudrait qu'on représente telle minorité, telle autre minorité, les Métis, les Autochtones, cette tentation de vouloir représenter intégralement la population dans toutes ses nuances, évidemment, c'est un fantasme, ça ne pourra jamais arriver. Puis des nuances. La diversité, d'ailleurs, ça ne se limite pas à la diversité culturelle, ça peut être la diversité socio-professionnelle. On pourrait dire qu'on veut telle profession, telle catégorie sociale, telle tranche de revenus même soit représentée. Si on tombe dans la diversité, il y a beaucoup de formes de diversité. Ce n'est pas juste la diversité culturelle. Ça veut dire sexuelle. Donc, vous voyez le genre de fantasme. Donc, je pense que ça, il faut éviter ça. Mais là, trop c'est trop. Là, je pense qu'on est vraiment devant une situation qui ça s'impose à nous. Là. Et donc, puis au-delà de ça, il y a la fracture idéologique, mais je pense qu'il faut ajouter la fracture générationnelle. C'est-à-dire là, on voit que les baby boomers sont à l'origine, en grande partie, du résultat d'hier, de la victoire de la CAQ, et ça se sent de plus en plus au Québec. C'est-à-dire des jeunes qui ont l'impression qui sont laissés de côté par une majorité qui a ses idées et qui est issue d'une seule tranche d'âge. Et on l'a vu aussi durant la pandémie. Donc, c'est un peu la continuité de la gestion de la pandémie en faveur c'est-à-dire des plus vieux. C'est pas nouveau. Tantôt, je parlais que Frédéric et moi, on a travaillé pour Force Jeunesse, puis on a fait les différentes commissions parlementaires par rapport à l'assurance médicaments, dont la 3e, où nous avions présenté avec Force Jeunesse les raisons pour lesquelles l'assurance médicaments était déficitaire et ne serait jamais comblée. Et donc, le gouvernement, depuis sa création, réinjecte de l'argent. Pourquoi, quand, comment? Et en fait, on s'était rendu compte, d'accord, que les personnes de 50 ans et plus qui travaillent pour des entreprises quittaient les assurances privées pour aller vers l'assurance, du public. Ce qui veut dire que les assureurs se retrouvaient avec uniquement des gens qui généralement étaient en bonne santé. Et donc, en fait, Force Jeunesse présentait ça à la grande surprise des actuaires de la RAMQ qui sont venus nous demander de leur expliquer justement comment ça se passait. Puis on avait d'un côté Frédéric et Martin qui travaillaient avec le gouvernement en place, dont M. Legault qui était ministre de la Santé. Puis moi, j'avais comme responsabilité d'aller rencontrer les libéraux. Et j'ai rencontré donc le vis-à-vis critique libéral. Je lui ai exposé la situation et j'ai vu la personne qui, c'était une dame, malgré son maquillage, est devenue toute blanche. Et elle m'a répondu, oui, mais ça, c'est notre électorat. On ne pourra jamais aller contre ça. Et depuis 2002, on n'a jamais plus eu de commission parlementaire qui venait poser la question parce que de génération en génération, c'est toujours cette catégorie de gens qui vient justement préalablement ou favoriser peut-être le vote général. Oui, cela dit, les jeunes ont été très militants pour venir à bout du Fonds des générations cette année. Hein, c'est pas toujours
c'est pas toujours l'avenir qui est vraiment en tête de liste là, parce que tu as entre 18 et 35 ans. Tous les partis se sont amusés, un peu moins de PQ, mais à piger dans le fond des générations. Puis par ailleurs, on rendrait probablement bien service à la fois aux jeunes et à bien des minorités qui s'imaginent que numériquement, ils sont très nombreux. Pourquoi? Parce que dans leur réseau d'amis, leur Instagram, ils sont que des jeunes ou ils sont que des minorités visibles de Montréal-Nord, alors que l'âge moyen de l'électeur au Québec, c'est 53 ans. C'est pas 33 ans, c'est pas 19 ans et demi, c'est 53 ans. Donc, que des partis politiques bercent d'illusions certaines communautés de jeunes ou des communautés culturelles en leur disant « vous êtes sous-représentés, c'est pour ça que vos désirs ne se réalisent pas », ben non, vos désirs ne se réaliseront pas si vous faites de la politique entre vous parce que vous n'êtes pas assez nombreux. Donc, il faut que vous trouviez le moyen de parler à l'électeur moyen. Et l'électeur moyen, il a 53 ans et c'est une femme blanche. Mm-hmm. Oui. Ceci dit, bon, la fatalité qu'il y a là-dedans, ce qu'il faut s'en tenir à ça, c'est-à-dire que, bon, parce que l'électeur moyen a 53 ans, il faut finalement se concentrer sur lui absolument tout le temps. C'est-à-dire qu'il en va un peu de la vitalité de la société québécoise. Une société qui ne tient pas compte de sa jeunesse, ou du moins qui tient aussi peu compte de sa jeunesse, comme on l'a vu durant la pandémie, c'est très dangereux. C'est-à-dire c'est tout le climat social qui va en souffrir. Donc, c'est bien beau se dire, bon, nous, on a une clientèle, mais si on veut s'élever au-delà de ça, puis s'élever au-delà de la petite partisanerie, puis des petites joutes électorales, puis si on veut un projet de société, puis si on veut garder une société vivante, puis un Québec qui a un certain dynamisme, il faut penser quand même à d'autres tranches de la population. On ne va pas s'en tenir à cette espèce de fatalisme-là. Mais est-ce que, si on allait comme dans certains pays, dont la Belgique, il y en a probablement d'autres où le vote est obligatoire, vers une obligation d'aller voter? Est-ce que ça moi, personnellement, je suis pas vraiment pour ça parce que je trouve qu'il y a plein de bonnes raisons de ne pas aller voter, en fait. Moi, je n'ai jamais pas été voté. Je me suis déjà demandé pourquoi j'allais faire cet exercice-là. J'ai l'impression que ce soit un geste purement politique de ne pas aller voter ou que ce soit un geste d'ignorance politique, parce qu'il y a vraiment les deux extrêmes. Je trouve que dans les deux cas, c'est un acte qui se défend dans le sens que ce n'est pas nécessairement la bonne chose à faire, ce n'est pas nécessairement la mauvaise chose à faire, mais c'est un acte qui se défend parce que de forcer quelqu'un à faire un acte politique qui ne correspond pas à ce que lui a envie de faire, c'est un peu étrange, en fait, envers qui ils vont voter s'ils ne sont même pas au courant des partis qui n'ont aucun engagement politique, quel que ce soit. En fait, comme j'ai souvent entendu, on devrait plutôt, au contraire, les charmer à l'opération du système politique formel, en fait, les convaincre que c'est intéressant, qu'il y a quelque chose à faire. Le problème avec le système actuel, c'est que c'est pas si intéressant que ça, puis il n'y a pas vraiment quelque chose à faire. Il ne faut pas oublier non plus qu'entre deux élections, on a 4 ans de ce qui est grossier de dire, mais qui est une certaine forme de dictature constitutionnelle jusqu'à ce qu'on vote pour notre prochain dictateur. Donc, puis on l'a senti vraiment avec les mesures sanitaires, c'est qu'on a senti, au-delà de si les mesures étaient justifiées ou pas, ce qu'on a senti, c'est que les citoyens n'avaient aucun pouvoir sur leur vie si l'État décide de se transformer en l'État Léviathan de Locke. Oui, merci, je me toujours avec l'autre. Je pense. Et donc, si on a déjà une période de 4 ans où l'État a à peu près tous les pouvoirs et a démontré dans les 3 dernières années qu'il peut littéralement annuler n'importe quel droit qu'on prétend avoir, et qu'en plus, on leur dit, bien, le seul moment où tu peux peut-être faire quelque chose, ben, ça ne va pas donner grand-chose, puis ça, pourquoi tu vas voter, tu vas avoir 0 représentation. Là, on commence à accumuler beaucoup de raisons pour les gens pour soit abandonner le système, se révolter contre le système, agir en parallèle au système, etc., mais juste pas jouer dans le jeu formel du système politique. Donc, il faudrait les charmer d'une façon ou d'une autre. C'est pas si dramatique que ça, jouer en parallèle. Je veux dire, on en a déjà discuté dans le canal ici, là. Dès qu'il y a eu des manifestations importantes à Ottawa, comme par hasard, une fois que ça s'est calmé, les gouvernements ont reculé, ont saisi l'occasion peut-être. Bon, mais c'est quasiment présenté comme des terroristes, c'est-à-dire que là, on va nourrir vraiment un phénomène qu'ensuite on va décrier. Là, on va s'amuser à dire, vous
vous n'êtes pas représentés, on ne veut pas réformer le système. Après ça, on va déplorer et critiquer et dénigrer les gens qu'on va avoir exclus finalement. Puis encore là, je sais, c'est complexe. Puis c'est sûr qu'il y a des députés de la CAQ à l'interne qui doivent souhaiter une réforme du mode de scrutin sur le plan personnel. Mais on sait que la machine, puis encore là, c'est le cabinet qui gère. Il ne faut pas mettre tous les députés dans le même panier de la CAQ. Donc, il y a des enjeux, il y a des forces à l'interne des partis, puis évidemment, ceux qui, les stratégiques vont dire, ben non, c'est pas dans notre avantage, donc on ne le fait pas. Mais là, c'est ça. C'est que là, on va faire un peu comme durant la pandémie. C'est-à-dire, vous n'êtes pas représentés, on ne vous écoute pas à la télévision nécessairement, parce que là aussi, soyons clairs, parlons des électeurs d'Éric Duhem, là, bon, qui sont 13 à peu près, peut-être un peu plus parce que d'autres ne sont pas allés voter. Mais est-ce qu'on pourrait revenir sur Éric Duhem et le Parti conservateur un peu plus tard, Jérôme? Oui. Mais juste finir le point. Oui, vas-y. C'est des gens qui sont pas écoutés dans les institutions, à qui on n'accorde pas de subventions publiques. Donc, c'est des gens qui sont des hérétiques, qui n'ont pas accès aux institutions, qui ont moins accès à toutes sortes de canaux pour s'exprimer, qui sont moins invités dans les médias en général. Et là, on va leur dire, c'est ça. Après ça, on va décrier que bon, ils utilisent des klaxons puis des méthodes. Ils ne font pas les bonnes choses. Ils ne suivent pas les bonnes règles. C'est ça. Vous n'êtes pas fin, vous ne suivez pas les bonnes règles. Manifester et être décrié parce qu'on manifeste, là, faut pas avoir le cœur trop sensible non plus, là. Les étudiants ont manifesté une centaine de jours, puis ils ont passé une centaine de jours à recevoir l'anti-émeute et les matraques. Oui. Alors, et on pouvait trouver que c'était grave, là, mais il reste qu'ils auraient bien pris ça, eux, juste un festival d'injures dans les médias, sans avoir à affronter l'anti-émeute tous les soirs. Donc, il faut prendre la mesure là, de la souffrance humaine. Ce n'est pas un drame faire de la politique et recevoir des injures. Mais sur le vote obligatoire, 3 considérations. Ça donne, j'en parlais aujourd'hui, je peux faire une idée. La première, c'est que les électeurs qui s'abstiennent, la plupart du temps, ils sont politiquement moins motivés. Les mettre en jeu obligatoirement, c'est aussi courir le risque que les arguments politiques deviennent triviaux. Déjà, on a vu le gouvernement caquiste promettre des chèques. Ah, si on est élu, vous allez voir, vous allez avoir un beau gros chèque. Alors, si on ajoute dans le pôle électoral 30 % de gens qui sont plus ou moins intéressés à la politique, ben, ça se peut qu'on se mette à faire de la politique avec des carottes et qu'on déplore un peu là, que le niveau de débat a fortement diminué. Deuxième point, c'est que, à contrario, les gens qui ne votent pas ont tendance à être oubliés par les politiciens pour toutes sortes de bonnes raisons. Ils ne sont pas dans l'urne. Ils ne font pas la différence lors des élections. Et donc, ça pourrait être un bon engineering social dans un sens que de dire à ces gens-là, non, tu n'as pas le choix, tu vas voter. Et là, ben, tout d'un coup, les partis se mettent à développer des messages ciblés sur ces tranches de la population. Le cas des Autochtones pourrait être intéressant de ce point de vue-là, mais là vient mon troisième point. La citoyenneté, ça se mérite, mais est-ce que ça s'oblige? Et prenez le cas des Autochtones. On pourrait dire, ah, ben là, ils ne veulent pas voter, tant pis pour eux. OK, mais c'est-tu mieux de dire, ils ne veulent pas voter, puis on va les obliger? C'est-à-dire, on va les amener à participer à un système politique qui, pour toutes sortes de raisons, ils peuvent considérer comme n'étant pas le leur. Donc, tu sais, il y a une vraie discussion là-dessus, puis je ne suis absolument pas certain là, qu'en termes de gain-bénéfice, on soit facilement gagnant. Merci. Je vais revenir en fait à l'opposition officielle. Bon, considérant que pour être un groupe d'opposition disposant des budgets de recherche, donc qui vont permettre aux députés de pouvoir se préparer, aller chercher des extraits de loi, éventuellement de l'information pour critiquer éventuellement des propositions qui sont faites par le gouvernement, participer en fait de manière pleine et entière à la période de questions, avoir le droit de poser des questions éventuellement au gouvernement, il faut avoir 12 députés ou 20% des voix. Actuellement, seuls les libéraux donc, sont considérés comme l'opposition officielle au niveau du Québec. Est-ce qu'on peut dire que le Parti libéral est le deuxième grand gagnant de cette élection? Oui, je crois, définitivement. Le Parti libéral était en manque, et toujours d'ailleurs en manque de pertinence. Il n'arrive pas à avoir un message politique qui, par lui-même, trouve résonance. Alors, quand le gouvernement ou la CAQ a l'air de s'en prendre aux immigrants, je ne pense pas qu'ils s'en prennent aux immigrants, mais ils ont l'air de s'en prendre aux immigrants. Alors là, tout d'un coup, ben là, ils retrouvent un peu de leur lustre, là, mais ce n'est pas du fait de leur propre travail, c'est simplement par
par réaction. Alors, ils étaient, de tous les partis politiques, celui qui était peut-être le plus proche de l'obsolescence, ce qui n'est pas peu dire. On parle du Parti libéral. Et là, par la force du système, ils se retrouvent à avoir le rôle d'opposition officielle. Et peut-être, malheureusement, à cause de ça, ils n'auront pas à se poser la question de leur propre pertinence par ailleurs, mais ils sont quand même sauvés par la cloche. Jérôme? Moi, je pense que tous les partis sont des grands perdants, sauf la CAQ. Je ne pense pas que le Parti libéral ait gagné quoi que ce soit. En fait, il a diminué en députés. De 10%. Et puis, ils ont diminué en termes de vote de 10%. Je pense que de 24 à 14. Alors, le seul grand gagnant, c'est la CAQ. La grande perdante, tant qu'à moi, c'est la société québécoise puis sa vitalité. Pour moi, la CAQ, c'est le parti du déclin, au sens de le grand déclin tranquille. Donc, un parti sans réel projet de société, que ce soit sur le plan écologique, que ce soit sur le plan encore économique, on ne sait même pas trop. C'est un parti très, très centriste, donc qui a abandonné, évidemment, ses projets initiaux de droitisation, en fait, de libéralisation de l'économie québécoise. Donc, on n'a pas eu moins d'État, ils ont beaucoup déçu. Donc, c'est le parti d'une continuité molle, d'une continuité tiède. C'est sans saveur ni couleur. C'est le seul gagnant, c'est la CAQ. Honnêtement, j'en vois pas d'autres. Puis, le bleu poudre devrait être remplacé par du gris, une espèce de gris indéfini là, sur les et même, encore là, beaucoup d'observateurs qui étaient plutôt pro-CAQ, puis même des gens qui ont défendu les mesures sanitaires avec beaucoup d'aplomb, si je peux dire, commencent à le réaliser. Ça, c'est intéressant de voir que beaucoup de partisans du sanitarisme caquiste, j'ai l'impression qu'ils commencent à voir un peu les effets, là, puis dire, c'était-tu une bonne idée d'interdire les liens sociaux et familiaux pendant 2 ans? Est-ce que le Québec est capable là, de rebondir dans ce vieillissement-là, dans ce contexte de vieillissement démographique? Est-ce qu'on va être capable de rebondir et de retrouver un dynamisme pour rester finalement un peuple fort? Je pense qu'il y a des gens qui commencent à déchanter pas mal, qui n'oseront pas le dire, mais qui n'oseront pas dire qu'ils n'auraient pas dû prôner des mesures sanitaires aussi fortes parce que ça a un impact là, sur l'élan du Québec, sur sa capacité à rayonner, à s'affirmer. Ça nous a nuit beaucoup comme peuple, les mesures sanitaires, puis les gens ne s'en sont pas rendus compte sur le coup, mais ils commencent, je pense, un certain nombre d'entre eux à le réaliser. D'ailleurs, j'ai l'impression que si les élections avaient eu lieu dans 6 mois, je ne suis pas sûr que la CAQ aurait fait aussi bien parce que moi, j'ai l'impression en tout cas de voir, évidemment, il n'y a pas de sondage fait là-dessus, là, mais pour reprendre ce que Jérôme disait, j'ai vraiment l'impression de voir une désadhésion au sanitarisme. Je ne suis pas chez tout le monde, mais chez une partie importante de gens qui l'appuyaient avant et qui, mais très, très, très lentement, très subtilement, commencent à lâcher, sauf que ça semble assez irrépressible en fait, puis j'entends souvent des choses que j'aurais jamais pensé entendre il y a même 6 mois, de la part de personnes que j'aurais pas imaginé en fait être contre le sanitarisme. Sinon, pour revenir au Parti libéral, moi, ça me fait rire parce que ça me fait penser, je me souviens plus quelle sorte de bactérie ou d'espèce de proto-organisme qui est comme intuable. C'est-à-dire que vous le mettez à 0 Kelvin dans le vide sidéral sur un astéroïde, puis il reste là 1 million d'années, puis il se réactive tout d'un coup. Le Parti libéral me fait penser un peu à ça parce qu'il est vraiment là il n'est même plus dans son château fort, là, il est dans le donjon du château fort. Le restant du château fort a été pris, mais ils sont encore l'opposition officielle. Ils ont supra-capitalisé sur leur pourcentage du vote populaire, comme on s'y attendait de toute façon parce qu'ils ont un vote ultra concentré. Pour eux, ça va être essentiellement d'attendre qu'il y ait une situation qui leur soit favorable pour ensuite reprendre un peu le poids de la bête. J'ai l'impression qu'ils ont la capacité de faire ça parce qu'ils ont tellement des assises solides. C'est ça, on le voit, là, parce qu'à peu près tous les partis ont eu sensiblement le même taux du vote populaire, à part la CAQ, mais c'est incroyable à quel point le PLQ s'en tire bien. QS s'en tire moyen, mais ils auraient voulu plus. Et PQ et PCQ s'en tirent extrêmement mal, alors qu'il n'y a pas de raison démocratique pour lesquelles ils seraient à 3 députés versus 23 pour le PLQ. Donc, chapeau au PLQ, même si je ne peux pas dire que je suis en amour avec ce parti-là,
mais ils sont pour prendre une expression un peu familière, ils sont faits tough quand même. Ouais. Mais justement, à ce moment-là, sur le quelque PQ, il part... ne faut pas juger, si vous permettez, sur le nombre de députés. Le PQ était en chute libre. Et là, ils ont infléchi la courbe. Là, je fais une courbe inverse de l'autre. Ils ont infléchi la courbe et même s'ils ont baissé pendant la flexion de la courbe, leur tendance, leur tangente, pour le dire encore plus précisément, est devenue favorable. On a passé un mois sans que personne prononce les termes mort du PQ, disparition du PQ ou quoi que ce soit. On l'a prononcé à Libre Média, par exemple. Ouais. Ah, peut-être. Je pense avec un point d'interrogation. Mais donc, la tendance, et c'est vrai des gens qui y travaillent, c'est vrai des députés maintenant qui y sont, même si ici sont 3, la tendance est fort différente et ça, c'est un renversement de tendance des 20 dernières années. Alors, ce n'est pas un résultat en siège maintenant, mais c'est le discours depuis les 20 dernières années qui vient d'être infléchi. On verra si ça dure. Ben, infléchi, on s'entend, sans résultat, là, concrètement, au Parlement. Et d'ailleurs, je pense qu'on a un peu créé artificiellement le PQ comme alternative à la CAQ. C'est à la toute fin que les médias ont un peu décidé que c'était maintenant l'opposition crédible et on ne savait pas d'où ça venait, honnêtement. Là. C'est comme s'il y a eu une espèce de signal. Et là, à gauche, le PQ devient l'opposition de la CAQ. De où ça venait, honnêtement. Puis encore, moi, j'ai bien des sympathies pour le PQ. Les gens qui me connaissent personnellement le savent. Je suis francophile, je suis souverainiste. Là, bon, je le dis. Là. Les gens ne s'en rappellent pas toujours, mais je suis de tendance souverainiste. Là, donc, moi, je ne souhaitais pas la disparition. Je souhaite pas la disparition du PQ. Mais de là à parler d'infléchir la courbe, je ne suis pas sûr que le résultat n'est pas du tout là quand même. Là. Ils n'ont pas fait un atterrissage, ils ne se sont pas écrasés, ils ont fait un atterrissage forcé. Puis eux aussi pourraient peut-être faire un comeback, mais pour ça, il faudrait un écroulement de la CAQ. Ça prendrait une vitalité, ça prendrait un projet. Le PQ est victime de ce grand désenchantement québécois, de ce déclin-là. Puis je pense qu'une des erreurs du PQ, peut-être pas sur le plan électoral, mais sur le plan idéologique, ça a été vraiment son appui aux mesures sanitaires. C'est-à-dire un peuple aussi fragile culturellement en Amérique du Nord ne pouvait pas se permettre d'interdire les liens sociaux et familiaux, je l'ai répété souvent, pendant 2 ans. C'est-à-dire, vous avez des gens qui disent « on est pour la langue française », mais vous interdisez à des gens de parler français entre voisins pendant 2 ans. Donc, ils vont aller sur Internet puis ils vont se connecter à des sites anglophones. C'est ça qui s'est passé pendant 2 ans. Donc, la virtualisation du monde, le passage au virtuel, le monde numérique nuit à la langue française au Québec. Et c'est ça qu'on a créé. On a accéléré le passage au numérique à vitesse grand V durant la pandémie. On a aussi on a manqué de considération pour nos dernières traditions, Noël, etc. Donc, tout d'un coup, c'était plus important d'avoir une culture, finalement. C'était plus important de préserver toujours la santé, mais pas la santé mentale. On s'entend, encore là, le discours sur la santé publique était plutôt contradictoire. Donc, je pense qu'une des erreurs du PQ et des nationalistes en général, ça a été l'appui aux mesures sanitaires qui ont nui à l'épanouissement, à la pérennité culturelle du Québec. En même temps, je veux dire, le Parti libéral du Québec et le Québec solidaire ont régulièrement demandé des mesures parfois qui étaient plus sévères que celles de M. Legault. En fait, tous les partis l'ont fait. De toute façon, c'était universel, puis il n'y avait pas... Probablement que s'il y avait des chefs de parti là-dedans ou qui hésitaient, aucun d'entre eux était prêt à faire violence à l'idéologie dominante qui est en train de se développer. Il faut juste voir si, là pour l'instant, il n'y a pas de signe de ça, mais il faut juste voir si Legault se remet, ça c'est quand même un aspect important, est-ce que Legault va profiter de sa nouvelle légitimité pour remettre des mesures assez rapidement, ce qu'il n'aurait pas fait si les élections s'en venaient dans quelques mois, parce que ça pourrait être très impopulaire. Est-ce que là, est-ce qu'il va se sentir plus à l'aise d'utiliser un style autoritaire, que ce soit là, pour la santé publique ou pour d'autres choses? Ouais, et aussi, est-ce que les partis d'opposition vont suivre? Oui, Frédéric? Non. Il faut saisir 2 choses ici. Là. Il n'y a pas une telle chose au gouvernement que le désir... Oups, on a perdu Frédéric.
pas. Il n'y a pas un intérêt pour ça, quel que soit le parti. Et donc, maintenant que les effets d'une pandémie pour lesquels les gens n'étaient pas préparés, pour lesquels les effets n'étaient pas connus, maintenant, les gens savent ce qui en retourne et savent comment réagir si ça empire, ben, il n'y a aucune raison de penser qu'un gouvernement, pour le fun, parce qu'il peut, il va s'amuser à mettre les citoyens en rogne. Si jamais, en fait, ma crainte était l'inverse. Ma crainte, quand j'ai vu aller la CAQ avec le grand battage de propagande derrière les mesures sanitaires, ma crainte était que la population s'habitue tellement à ça qu'elle en vienne à avoir peur de tout et de rien et que ce faisant, elle contraigne le gouvernement à maintenir les mesures politiquement à les maintenir un monstre. plus longtemps que nécessaire. Exactement. Mais en fait, le masque a été relâché. Les journalistes en demandaient plus. Pardon, vas-y, Joël. Oui, je disais, le masque a été relâché progressivement, justement, parce qu'il y avait des personnes pour lesquelles le masque, c'était quelque chose de concret. D'accord? Pour eux, c'était une manière de se protéger et de protéger l'autre. Donc, les mesures d'obligation du masque dans les différents lieux publics ont été relâchées progressivement, justement, par mesure de précaution pour la santé mentale des personnes qui avaient vraiment besoin de cet élément pour se rassurer. L'ouverture des écoles. Je le dis, moi, le gouvernement voulait ouvrir les écoles. C'est la population qui résistait au fait que le gouvernement ouvre les écoles. Ils ont créé un monstre. Ils ont créé quelque chose qui dépassait après. Puis c'était vrai pour les journalistes aussi qui en demandaient davantage. Et les journalistes les questionnaient toujours le gouvernement. Mais pourquoi? Est-ce que vous ne seriez pas imprudent? Et là, le gouvernement était coincé. Il avait créé une logique dont il devenait victime, finalement. Moi, Philippe? Excuse-moi, Jérôme. Vas-y, Philippe. En fait, je voulais juste dire, je supposerais pas, parce que quand on fait de l'analyse politique, c'est toujours un peu dangereux de supposer des intentions. Souvent, quand on entend supposer des intentions, on entend supposer des mauvaises intentions. Moi, ce que je fais en général en analyse politique, je ne suppose pas non plus de bonnes intentions. Au sens où dire que la CAQ ou un quelconque autre parti pendant une crise, ne souhaite que de la meilleure façon qu'elle perçoit, n'a que des intentions de, je ne sais pas moi, réguler la santé publique, et que ces erreurs viennent peut-être d'un extrémisme idéologique. C'est assurément vrai. Puis c'est vrai aussi qu'il y a une partie de la population qui est devenue un peu un genre de Frankenstein qui veut toujours plus de masques. Mais qui, selon moi, est de moins en moins fort, ce pourcentage-là. Cela dit, moi, j'oserais dire que la CAQ pourrait avoir des intérêts politiques à ramener des mesures. Je ne suis pas prêt. Je sais qu'évidemment, ça crée automatiquement des accusations de complotisme, mais moi, je ne suis pas prêt à automatiquement percevoir Legault, Dubé, etc., comme étant blanc comme neige dans cette histoire. Je peux facilement imaginer qu'ils ont toutes sortes d'intérêts politiques ou de réflexes autoritaires aussi. Hein. L'État a des réflexes autoritaires, d'une espèce de réflexe de concentration de pouvoir, peut-être pas tout le temps, mais ça sort facilement des fois. Donc, un agenda politique derrière ça ne me surprendrait pas. Oui. Jérôme, et puis alors je parlerai sur une autre question qui touche aux élections, je reviendrai à ça parce qu'on pourrait parler du sanitarisme pendant un long moment. Jérôme? Christian Dubé a dit à la radio, là, à Paul Arcand, qu'il n'hésiterait pas, lui, jamais, si la situation l'exigeait, à remettre des mesures sanitaires. Donc, il l'a dit clairement, mais je ne pense pas que la CAQ va le faire pour une raison très simple. Ils ne peuvent pas le faire seul à l'échelle mondiale. On aurait vraiment l'air fou, mais pas à peu près. Là, on aurait vraiment l'air de vivre complètement en marge du monde. C'est déjà un peu le cas, ce qu'on appelle le dôme. Là. donc, oubliez ça. Si la France ne le fait pas, d'ailleurs, on a toujours un peu suivi la France, où, par exemple, il faut dire, moi, je suis allé en France dans la crise sanitaire, puis les citoyens étaient moins obéissants qu'au Québec, on pourrait en parler longtemps. Donc, il y avait autant de règles, mais il y avait beaucoup moins d'obéissance. C'était une autre culture. Mais le Québec ne peut pas le faire sans la France, il ne peut pas le faire sans les États-Unis, il ne peut pas le faire sans l'Occident. Là, ça serait complètement déconnecté. Puis là, il se le ferait dire. Là, donc, il ne faut pas penser que le Québec a été plus radical, a imposé des mesures plus sévères, leader des mesures sanitaires en Amérique du Nord, mais pas non plus, c'est pas l'État qui a inventé ça et qui était quand même à l'avant-garde de ce mouvement-là. Il était à l'avant-garde dans
dans son autoritarisme, mais c'est pas lui qui a inventé le sanitarisme, l'État québécois. Là. Donc, s'il y a un retour du sanitarisme au Québec, ça va être parce qu'il va y avoir un retour du sanitarisme en Occident. C'est ça. C'est sûr que Legault ne peut pas partir là-dessus tout seul, pendant que d'autres provinces ne font rien. Ça serait très, très surprenant. Il faudrait vraiment une vague de fonds qui revienne, soit l'hiver prochain, cet automne, une autre nouvelle paranoïa sur un nouveau variant, des chiffres qui empirent ou que l'on rend spectaculaires, hein? Parce que des fois, les chiffres sont pires qu'avant, mais on les rend moins spectaculaires, donc Mais moi, je croirais plus à un transfert vers des mesures de rationnement écologique. Si ça devait arriver, je ne pense pas qu'on est là du tout, mais la tendance en Occident est plus au rationnement écologique, c'est-à-dire le sanitarisme a préparé le terrain à une politique de contrôle écologique. Et si ça devait arriver, puis je ne le crois pas, parce que moi, je ne sens pas ça. Je ne pense pas qu'il y ait ça dans l'air en ce moment. Ce n'est pas ça que je sens. Ça peut évoluer assez vite, mais pour le moment, non. On passerait plus à des mesures de rationnement. Encore là, est-ce que ça serait justifiable au Québec alors qu'il y a beaucoup de ressources? Comme l'eau, par exemple, on n'en manque pas. Ça, c'est comment justifier au Québec de vraiment rationner l'eau? Bon, ça commence un petit peu. Puis ça ne veut pas dire de prôner le lavage de char dans son arroser son asphalte. Je ne veux pas cautionner ce genre de pratique-là. Et moi, je n'ai pas d'auto en ce moment. Je suis à Mexico. Puis je ne suis pas un grand fan de la pollution. Je ne connais pas grand fan de la pollution non plus. Mais ce serait difficilement justifiable. Au Québec, couper l'électricité, alors qu'on a l'hydro encore là, comment ça justifie? Mais Legault avait fait une déclaration dans ce sens-là, hein, que peut-être un jour, il faudrait se limiter sur l'énergie. De où ça venait? C'est le contexte en Ukraine? C'est pourquoi il dit ça? Là? Pourquoi ça vient comme ça? De où il sort ça? Moi, je vois mal comment on pourrait passer un an de ce nouveau gouvernement caquiste-là sans voir une nouvelle pointe d'autoritarisme qui pourrait être surprenamment fort. Mais on est dans des prédictions. Je vais vous arrêter, messieurs. D'accord. Je voudrais vraiment revenir sur le bilan des élections d'hier. Une des choses qui est assez frappante quand on regarde la carte des couleurs du Québec ce matin, on le voyait déjà de toute façon dans la soirée, c'est que d'un côté, on a Montréal qui représente 25% de la population, 35% du PIB, et ce sont ces habitants qui ont élu l'opposition, en fait, face au gouvernement caquiste. Est-ce qu'on est en train de démarrer ou d'observer l'apparition de deux solitudes? Oui, bien sûr. Oui, en partie. Oui, Frédéric? Seulement en partie. C'est-à-dire que ce que les couleurs sur une carte font, c'est qu'ils accentuent la division. Hein? Si je prends Maurice Richard ici dans ma circonscription, toute la carte est orange parce qu'il y a un seul gagnant. Mais si vous divisez ça par bureau de vote, là, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus morcelé. Et de fait, il y a assez peu de comtés à Montréal où les candidats l'ont emporté avec plus de 50% des voix. Donc, il y a plus de couleurs, même à Montréal, qu'on peut le penser. Puis c'est la même chose à l'extérieur du Québec. Mais c'est vrai que s'installe cette perception-là dans la population, des gens qui vivent à 20 km de Montréal et qui se disent « Moi, je ne pourrais jamais vivre là ». Sans grande raison d'ailleurs, là. Mais et l'inverse, des gens qui sortent de Montréal puis qui tout d'un coup dépassent là, la ceinture d'autoroute et qui se mettent à être nerveux. Aucune raison d'être nerveux. Mais donc, oui, ça s'installe dans l'esprit de la population, mais en fait, les échanges de population, les échanges d'idées politiques, la présence des familles politiques, c'est encore très, très présent à la fois dans le Québec et le Montréal sans le Québec. Jérôme? Ça reflète... On le voit quand même qu'il y a une sorte de sécessionnisme montréalais quand même par rapport au reste du Québec. Ça remonte à plusieurs années. Donc, évidemment, l'adhésion au multiculturalisme canadien qui est beaucoup plus forte à Montréal par rapport à des régions beaucoup plus nationalistes et méfiantes envers, pas seulement l'immigration, mais envers un modèle quand même qui est le multiculturalisme et qui mène à une certaine ghettoisation dans certains cas. Donc, le multiculturalisme, ce n'est pas la diversité. Hein. Le multiculturalisme, c'est vraiment l'exaltation idéologique de la diversité. La diversité, c'est un fait. Le multiculturalisme, c'est un modèle. Donc, ce n'est pas pareil. Et donc, moi, je fais la distinction entre la méfiance envers l'immigration et la contestation du multiculturalisme comme tel.
Mais c'est pas nouveau. Puis on le voit aussi avec l'arrivée du parti de ce fameux Balarama Holness. C'est ça qu'à Montréal, donc un parti qui est clairement séparatiste montréalais. Donc non, je pense que c'est clair. C'est un autre problème qu'on a un peu mis de côté durant la pandémie. Qu'est-ce qu'on va faire avec Montréal, avec sa tendance? Puis il y a aussi vraiment l'anglais, la présence de l'anglais beaucoup plus à Montréal. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je ne sais pas trop. S'il y a comme quelque chose d'un peu irréversible dans tout ça, c'est la métropole. Mais c'est ça. En même temps, toutes les métropoles sont un peu séparées du reste des pays. Mais le problème, c'est au Québec, c'est pire. C'est-à-dire avec l'anglais. À Mexico par rapport au Mexique, évidemment que Mexico, c'est pas le Mexique, puis la province, puis bon, c'est pas le même genre de vie, mais c'est la même langue quand même. T'sais, en France, c'est la même langue. Paris, la province. Je sais pas, ça, c'est un problème bien québécois, l'anglais et tout ça. Avancer aux solutions. Je rajouterais, là, je vais oser faire mon montréalo-centriste, puis je vais oser dire que pour ceux qui n'aiment pas particulièrement la CAQ, dans un certain sens, une chance que Montréal a voté différemment parce que sinon, ça aurait été bleu poudre absolument partout. Donc, parce qu'essentiellement, c'est quoi? C'est 90% des députés de l'opposition vont venir de Montréal? Oui. Je n'ai pas les calculs exacts, là, mais ça doit tourner à peu près, peut-être autour de ça, un peu moins, un peu plus. Évidemment, comme disait Frédéric, c'est parce qu'on voit une seule couleur, mais la réalité, c'est qu'il y en a plusieurs à chaque fois. Puis la CAQ a quand même fait un chiffre qui n'était pas abominable à Montréal, surtout dans l'Est. Donc, ça se défendait quand même. Ils ont passé proche de gagner malgré le fait qu'il n'y avait pas de QS et que les voteurs de QS auraient eu tendance à aller vers le PQ. S'il y avait eu QS, ils auraient eu probablement cette circonscription-là en plus. Justement, pour de Québec solidaire, comment est-ce qu'on peut expliquer que, à part Christine Labrie à Sherbrooke et Sol Zanetti dans un coin de Québec, aucun représentant de Québec solidaire n'a réussi à se faire élire dans le reste du Québec? Ouais, ils passent pas loin à certains endroits. Hein. Je crois qu'ils sont deuxièmes dans Ungava. Ils sont deuxièmes à Rouyn-Noranda. Je pense qu'ils étaient deuxièmes à Hull et à Trois-Rivières. Donc, il y a quand même des pointes ça et là, généralement, sauf Ungava, là, dans des centres urbains. Il reste que la difficulté pour Québec solidaire, je le disais un peu tout à l'heure, d'avoir un parti générationnel arrogant, c'est se condamner à attendre longtemps avant de prendre le pouvoir. Ici, on en croit leur urgence climatique, là, dans 10 ans, on est foutu. Ils ont aussi la prétention que l'action gouvernementale québécoise va sauver la planète. Là. Ça, c'est quelque chose qui pourrait expliquer un jour. Là. Mais si c'est vrai, posons que c'est vrai que le gouvernement du Québec va sauver la planète et qu'il faut le faire avant 10 ans, bien, manifestement, ils ne servent pas bien leur cause parce qu'ils trouvent le moyen d'être un repoussoir à la survie de la planète en n'étant pas capables de mettre en œuvre les moyens pour élargir leur coalition. Puis je pense que c'est ça la leçon de cette campagne-là. Ils n'ont pas vraiment fait de gaffe à une candidate près. Ils ont un discours relativement professionnel, mais globalement, leur message à la population québécoise, c'est « Nous avons raison, vous avez tort, comment ça se fait que vous ne votez pas déjà pour nous? » Puis ça ne marche pas très bien. Oui, c'est ça. Ils ont la difficulté à apprendre au Québec. C'est une gauche qui est représentée dans d'autres pays occidentaux, mais c'est ça, au Québec, on dirait que la recette marche moins. Puis je pense que les gens ne sont pas si naïfs. Je pense qu'on les sent plus radicaux qu'ils se présentent. Au débat, Gabriel Nadeau-Dubois dit d'abord que le racisme systémique, c'est juste le fait de reconnaître que il y a des gens qui se sentent discriminés, alors que des gens savent, non, c'est plus profond que ça, le racisme systémique, c'est une théorie. Il est très hypocrite, finalement, Gabriel Nadeau-Dubois, puis quand il essaie de défendre aussi, c'est quoi l'autre exemple? C'est sur les fameux véhicules là, qui disent « Ah non, finalement, ils ne font pas partie du plan. » Mais on les sent quand même plus radicaux que l'image qu'ils veulent projeter. Mais si je peux me permettre par rapport au véhicule, Jérôme, c'est qu'il y a 4 ans, le 7e point du programme de Québec solidaire était d'interdire la voiture personnelle. Ah oui, puis c'est la police. Quand Gabriel Nadeau-Dubois dit qu'ils n'ont jamais voulu désarmer la police, c'est faux. Donc là, Gabriel Nadeau-Dubois s'est retrouvé à nous mentir en pleine face au débat. Vraiment, c'était vraiment grossier. Certains l'ont relevé. Donc, je pense que monsieur, madame, tout le monde au Québec
sent un peu ça. Je pense qu'ils sentent que c'est un parti qui est plus radical que son image. Puis, au-delà de ça, peut-être des éléments aussi de génération. C'est un parti jeune. Les électeurs sont plutôt vieux. Encore là, je ne sais pas trop comment expliquer. Puis leur étatisme. C'est-à-dire que je pense que les gens au Québec, ils aiment la bureaucratie québécoise, forcément, parce qu'ils ont voté encore pour la CAQ. Donc, forcément, il y a un attachement à l'étatisme au modèle québécois. Mais de là à en rajouter encore plus dans l'état actuel des choses où on sait que les systèmes d'éducation et de santé sont pratiquement en faillite, de là à rajouter de l'État, rajouter de l'État, rajouter de l'État, il y a quelque chose de complètement déconnecté, surréaliste dans le programme de QS, dans l'état actuel des choses. C'est fou, là, plus d'État. Je ne vois pas comment on peut mettre plus d'État qu'au Québec actuellement. Là, sinon, vous êtes dans le soviétisme. Là. Moi, je voudrais rajouter quelque chose parce que j'ai bien connu ce parti-là de l'intérieur, en fait. Et c'est un parti qui a des mécanismes intérieurs qui sont très contradictoires, qui le font bloquer, qui rendent très difficile une adaptation au marché politique actuel, là, au sens où, on parle souvent du programme de QS qui recèle d'espèces de trucs un peu bizarres, intenses, radicaux. C'est parce que ce programme-là a pris des années à être fait puis a été voté par la base. La base militante qui passe 20 heures par semaine à aller dans des AG pour voter un programme, c'est des gens qui sont vraiment dedans. C'est pas le militant normal qui déjà est quand même assez radical, c'est le super giga militant. Donc, il y a des trucs, c'est fort possible que Gabriel Nadeau-Dubois ne connaisse pas par cœur ce programme-là, tellement il est compliqué et labyrinthique. C'est fort possible qu'il se sente obligé de tenir les points du programme parce que c'est le programme qui a été voté à l'intérieur du parti puis qu'à QS, on badine pas avec la démocratie de parti. Les porte-paroles sont quand même assez surveillés. Évidemment, avec Nadeau-Dubois, il y a eu une concentration vers l'exécutif, une concentration des pouvoirs, mais il y a quand même encore une forte base militante qui surveille les porte-paroles ou chefs, je ne sais même pas dans quel vocabulaire ils utilisent, maintenant. Mais essentiellement, ils sont coincés avec des militants. C'est des militants très motivés qui sont très, très le fun à avoir dans certaines conditions parce qu'ils vont faire des campagnes, ils vont faire du porte-à-porte, ils vont donner des heures à n'en plus finir. Ils peuvent être très nombreux si vous les trouvez motivés, mais s'ils ont l'impression d'avoir été trahis par des porte-paroles qui se mettent à tourner le dos, QS perd une de ses principales armes, en fait. Donc, eux sont comme obligés d'amadouer les médias pour être mainstream, aller chercher des gens dans d'autres marchés politiques, donc pas avoir l'air trop radical, mais en même temps pas être capable de déplaire à sa base parce que la base est très radicale dans certains cas, surtout celle qui s'investit beaucoup. Donc, c'est un parti qui est un peu coincé, puis j'ai l'impression que ça va être très difficile pour eux de s'adapter, même s'il y aurait des bons scénarios pour eux, pour peut-être aux prochaines élections aller chercher plus de votes. À l'interne du parti, ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile de s'adapter à ça parce que s'ils vont un peu plus mainstream, ils vont perdre leur base. Puis sans leur base, ça ne va pas aller super bien. Donc, c'est un parti qui est un peu coincé à l'interne. Puis, ils vont peut-être s'en sortir, peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est que eux, j'ai entendu Simon Tremblay-Pépin, qui est un membre très important là, du secteur stratégique de QS, dire que lui voulait que le PLQ puis le PQ soient remplacés par la CAQ puis QS. Et là, présentement, en fait, ce qui est arrivé, c'est que le PLQ puis le PQ ont été remplacés par la CAQ tout court. Présentement, QS ne profite pas de ça. Ils stagnent et ils vont avoir beaucoup de difficultés à sortir de campus universitaire, j'ai l'impression. On en arrive aux conservateurs. Ils ont attiré beaucoup de gens qui se sont sentis insultés et dénigrés par de nombreuses personnalités publiques depuis 2 ans et demi, ainsi que d'autres personnes qui s'opposaient à la rudesse de certaines mesures sanitaires. Éric Duhem a été le porte-drapeau pendant 2 ans un petit peu de la contestation. Qu'est-ce qui a manqué en fait à Éric dans un premier temps et à ce parti-là, où malgré le 13% de votes qu'ils ont eu, de ne pas avoir personne pour les représenter à l'Assemblée nationale? Ils sont passés proches. Hein? Beauce-Nord, Beauce-Sud, là, c'était à 500 ou 1000 voix près, puis ils sont passés très proches dans une poignée d'autres circonscriptions.
Chauveau était peut-être un peu loin d'ailleurs. Donc, on n'aurait pas la même conversation s'ils avaient eu 2, 3 sièges et franchement, c'est un peu une question de malchance ou d'inexpérience d'organisation électorale, peut-être. Donc, c'est quand même un certain succès que d'être arrivé à cette porte-là. 13% des voix, c'est une croissance très importante du parti. On a vu Éric Duhem aussi sortir du thème des mesures sanitaires pour aller tantôt plaider la liberté de choix chez les anglophones à Montréal, mais on sait qu'à Québec, entre autres, mais ailleurs aussi, la liberté de choix, ça peut prendre quand même, là, même si on n'est pas un anglophone. On l'a vu défendre l'école privée, défendre le privé en santé. Donc, bien souvent, on l'a vu dans les débats, les 4 partis politiques, et sur des questions autres que sanitaires, les 4 partis politiques précédents disaient à peu près la même chose, puis Éric Duhem était sur un autre bout du spectre. Donc, je pense qu'au contraire du Parti libéral, où je disais tout à l'heure qu'ils ont un problème de pertinence à long terme, le Parti conservateur n'a pas de problème de pertinence à long terme du fait de son positionnement politique. Et comme le financement vient au nombre de votes, ben, au fond, qu'il ait 1, 2 députés, c'est sûr que c'est bien d'avoir 1 ou 2 députés, mais au fond, ils vont être dans la partie, ils vont pouvoir représenter le point de vue des gens qui y adhèrent pendant les 4 prochaines années. Ils vont avoir les moyens de le faire et ils n'ont pas le problème de l'impertinence que d'autres partis peuvent avoir. Mm-hmm. Jérôme? Ce que je sais, c'est que la déception est immense quand même chez les partisans du Parti conservateur. Il y avait un grand, grand espoir. C'est comment expliquer des rassemblements aussi forts, puis par rapport à un résultat aussi faible. Encore là, c'est le système électoral. Là. Forcément, il y a vraiment un décalage. Et c'est une base, effectivement, qui était plus que celle du PQ, là, déjà plus en rupture avec le système politique et médiatique. Donc, la déception est encore plus grande. Et là, il y a vraiment des gens à l'intérieur de ce parti-là qui se sentent vraiment exclus. Effectivement, la pertinence est encore là. Puis Éric Duhem, bien avant les mesures sanitaires, on connaissait ses idées, évidemment, la privatisation, la libéralisation, donc moins d'État, fin de la SAQ. Donc, évidemment, ces idées ne concernaient pas seulement une crise sanitaire que personne n'avait imaginé. Donc, forcément, le parti va se positionner économiquement, puis ça va être la seule alternative de droite sur le plan économique au Québec. Donc, ça, c'est sûr, c'est un vent d'air frais pour ceux qui veulent moins d'État. Après, c'est sûr qu'au Québec, il y a un phénomène de consanguinité idéologique qui fait que c'est très, très dur d'être différent à point. C'est-à-dire, c'est le mouton noir, Éric Duhem, et son parti, et de s'imposer dans ce système-là. On a vu le ton des médias par rapport au Parti conservateur. C'est toujours un ton un peu plus hostile que celui qu'on va avoir face au PQ, au PLQ. Le PQ est un parti, finalement, assez politiquement correct aujourd'hui parce que la souveraineté ne menace plus personne. Donc, le PQ était subversif vraiment à l'époque où il y avait une véritable menace de séparation, d'indépendance. Aujourd'hui, finalement, bon, c'est un parti qui est écolo, qui est féministe et tout. Donc, honnêtement, ça ne dérange pas grand monde, le PQ. Le PCQ, par contre, il dérange bien des gens. Fait que, bref, moi, j'attribue surtout la défaite au système électoral. Puis, c'est pas pour être mauvais perdant. Là. Moi, il y a 4 ans, j'étais plutôt contre une réforme du système électoral. Là, je suis plutôt pour parce que là, ça s'impose. C'est trop, c'est trop. Et comme je vous dis, la crise de la représentation, c'est plus qu'avant. Puis les camionneurs, puis les complotistes, entre guillemets, c'est pas les étudiants là, de 2012 qui étaient à qui finalement qui étaient supportés par une partie du système, alors que les complotistes ont été supportés par absolument personne. Donc, c'est pas pareil, là, pour venir un peu rebondir un peu ce que tu disais tantôt, Frédéric, là, la comparaison n'est pas très bonne, je pense, là, entre les étudiants et les complotistes. Bref, j'espère seulement que les gens du PCQ pourront se rabattre sur autre chose pour se sentir représentés. Est-ce que Duhem va réussir à recruter un député d'un autre parti pour faire ce qu'il a fait avec Claire Sanson, pour avoir une voix à l'Assemblée nationale? C'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui. Je l'espère pour le PCQ, ne serait-ce que pour des questions de représentativité et de démocratie.
Moi, je rajouterais aussi qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a un an, ça aurait été inimaginable que même on parle du Parti conservateur comme on en a parlé. L'affaire avec le PCQ, c'est qu'il a explosé tout d'un coup. Puis là, ça a permis toutes sortes d'espoirs, mais après son explosion, il n'a pas réussi à faire boule de neige puis à ramasser parce qu'il ne s'est jamais vraiment rendu plus que 15% selon les sondages. Mais ça a quand même été un tour de force de faire apparaître ce parti-là qui a passé de 1,5% à 15%. Donc, c'est quand même, on a comme un peu oublié ça parce que le PCQ s'est imposé tellement rapidement dans l'espace médiatique, on s'y est habitué un peu rapidement, mais ça a été impressionnant, là, sa montée dans le vote populaire. Puis là, j'en ai aucune idée si Éric Duhaime a une quelconque intention par rapport à ça, mais ce que Duhaime pourrait faire ou le PCQ pourrait faire s'ils en avaient les moyens, la motivation ou quoi que ce soit, c'est d'essayer de faire comme QS a déjà essayé de faire après 2012, c'est-à-dire de réseauter des groupes militants, en fait. Est-ce que le Parti conservateur a l'intention de faire ça? Est-ce qu'il a la capacité organisationnelle de dire, bon, ben là, on est pogné avec 4 ans, on n'a pas de députés, le système politique formel, oui, il va y avoir des ouvertures pour eux quand même, mais pas de députés, c'est quand même un peu problématique. Est-ce qu'ils vont se retourner? Puis ce serait à la fois de l'opportunisme et ça ferait avancer aussi leur idéologie. Ce serait de se retourner pour se dire, bon, ben nous, notre base, ça a été en bonne partie la gestion des mesures sanitaires et les gens qui étaient contre. Est-ce qu'on commence à centraliser ou à essayer de centraliser ces groupes très, très, très morcelés là pour l'instant? Peut-être que Duhaime pourrait avoir cette idée, peut-être que ça ne lui viendra pas à l'esprit. Je sais qu'après 2012, pour l'avoir vécu d'intérieur, QS a quand même bâti un solide réseau en faisant ça. Ça leur a pris des années, mais les résultats sont éventuellement venus. Puis moi, je l'ai vu de l'intérieur, donc je sais que c'est possible. Est-ce que le Parti conservateur pourrait essayer de faire ça? Ça pourrait être une de leurs options. Mais c'est une des raisons pour lesquelles la CAQ avait absorbé l'ADQ. C'est que comme la CAQ n'avait pas de machine pour pouvoir faire sortir le vote et qu'il y avait une demande de l'ADQ de les rejoindre, ça a été une des raisons pour lesquelles il y a eu l'absorption qui s'est faite là, pour pouvoir justement avoir le réseau que l'ADQ avait mis auparavant. Donc, dans les comtés où on peut avoir des gens qui se sont présentés de bonne foi avec plein de belles valeurs, souvent, ils n'avaient pas nécessairement une machine derrière eux ou un regroupement de gens d'aller chercher monsieur un tel, madame une telle pour les amener à aller voter. Et donc, c'est certain que s'il n'y a pas de réseau, c'est plus difficile, en fait, de pouvoir le faire. Alors que la CAQ a vraiment construit pendant des années, justement, cette machine-là. Et ça peut beaucoup servir aussi, si vous faites ça comme parti, ça peut beaucoup servir aux prochaines élections pour faire le terrain ensuite. Parce que vous avez des groupes, vous avez des listes, vous avez de l'influence locale, vous avez, si vous faites ça correctement, là, si vous faites ça bien. Là, évidemment, dans le cas des gens qui sont contre les mesures sanitaires, est-ce que ça va s'essouffler si le sanitarisme ne revient pas? Est-ce que ça va être assez pour vraiment créer une cause commune dans des groupes qui sont très, très morcelés, là, qui vont d'un hippie New Age à un conservateur de Québec? Faut voir, mais ça pourrait être une option. Moi, si j'étais conseiller de Duhaime, je lui proposerais ça, puis on en parlerait. Est-ce qu'ensuite c'est faisable? Ça, faut voir, mais ça pourrait être une option pour eux parce que le système politique formel, c'est plus ou moins fermé. Donc, il faut qu'ils trouvent des options pour survivre puis se garder dans les médias, se garder en vie, en fait, puis se garder une forme de base qui a explosé dernièrement. Mais je vais embarder une dernière série de questions qui me tiennent à cœur vraiment beaucoup. J'ai été surpris à quel point on n'a jamais parlé des jeunes pendant toute la campagne électorale. Mais oui, M. Legault a touché un tout petit peu quelques mots. En fait, ça a été même le premier élément qu'il a amené dans son discours de victoire hier, en rappelant justement le travail de Jean-François au niveau de l'éducation, de Lionel Carman au niveau du programme Agirto. Donc, c'est vraiment devenu quelque chose dont il a vraiment beaucoup parlé à ce moment-là, mais ça a été absent
à travers l'ensemble de la campagne électorale et même de manière surprenante. Mélissa Généreux, qui est une médecin pédiatre qui a sorti une grosse étude en janvier-février dernier, et après avoir sorti cette étude-là, elle s'est annoncée comme candidate de Québec solidaire, où elle démontrait à quel point notre jeunesse avait été malmenée à travers les conséquences des mesures sanitaires, où on parlait notamment d'un jeune, un adolescent sur 4 qui avait une intention de se suicider. Ça ne veut pas dire qu'il allait passer à l'acte, mais il y songeait clairement. Donc, même Québec solidaire, qui avait pourtant une étude extraordinaire qui avait été réalisée par Anne Sémant, n'ont jamais parlé de la jeunesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, pour moi, c'est simple, c'est que les mesures sanitaires ont endommagé les jeunes, qui sont à leur plus mal présentement, selon moi, depuis longtemps. C'est difficile évidemment à évaluer. Et ben, comme on le sait, ben, les 4 partis qui ont appuyé les mesures sanitaires n'ont pas vraiment d'intérêt à revenir là-dessus. Donc, ça peut en tout cas partiellement expliquer que les jeunes n'aient pas, parce que ça ne va pas très bien, là. Ça ne va pas très bien du tout, que ce soit le décrochage scolaire, la santé mentale, la consommation d'écran, la consommation de médicaments pour la santé mentale, les déficits d'attention, ça fait juste augmenter sans arrêt. Puis là, bon, on leur a donné une belle grosse poche de sable de 30 kilos sur les épaules pendant 2 ans. Donc, c'est sûr que c'est pas vraiment dans les intérêts de ceux qui ont appuyé ça de revenir là-dessus et de parler des dégâts pour les jeunes. Et ça ne me surprend pas que QS ait tassé un peu ce rapport-là sans en parler, alors que leur électorat étant jeune, ça aurait pu jouer pour eux. Mm-hmm. Je pense que quand tu parles d'environnement et d'anxiété environnementale, même si tu es à des années-lumière d'être la solution pour sauver la planète, là, si c'est assez pour attirer l'attention, mobiliser la foule, il n'y a pas de nécessité là, de mettre l'accent sur beaucoup d'autres éléments de programme. Cela dit, et je pense à QS en particulier, mais je pense que les autres partis avaient des solutions du même type. Ils ont beaucoup investi et avec, je pense, la jeunesse à l'esprit, la question de l'accessibilité des soins psychologiques. Je pense qu'ils avaient des mesures de type on va en embaucher 800 ou 1000 nouveaux psychologues. Ils n'existent pas, mais on va les embaucher quand même. Tout ça pour dire qu'il y a quand même eu quelques promesses importantes, même si irréalistes, pour répondre aux problèmes que vous soulevez. Je tiens quand même à comparer en tant que barbe blanche autour de la table les problèmes que vous évoquez et ceux qui sont déjà apparus à d'autres époques. En 1989, le taux de chômage chez les jeunes était de 18 % et chez les jeunes racisés de 26 à 30 %. Aujourd'hui, le taux de chômage chez les jeunes, chez ceux qui veulent travailler, ne doit pas être loin de 0. Alors, l'angoisse face à l'avenir, je comprends, mais on a peut-être des enjeux d'éducation qui ne sont pas ceux auxquels on pense généralement. On a peut-être moins besoin de médicaments, mais de mieux réfléchir, puis ce n'est pas certain que ce soit la job de l'État, de mieux réfléchir à la façon dont on entraîne, pour utiliser un autre terme que l'éducation, à la façon dont on entraîne nos jeunes à être résilients face aux obstacles qu'ils rencontrent, alors que parfois, même le discours public, le discours privé également, on est plutôt dans la dramatisation et la pathologisation plutôt que dans l'apprentissage, dans l'épreuve. Je vous soumets ça comme ça, mais retenons simplement que chaque génération de jeunes a eu ses problèmes. Peut-être comme tous les yeux de la Terre, je suis moins impressionné par ceux d'aujourd'hui. Oui. Jérôme? Oui, mais ça fait beaucoup d'éléments. Pourquoi on n'en a pas parlé vraiment durant la campagne? D'abord, il y a une grande honte, je pense, de ce qui s'est passé. Il y a un grand déni, d'abord. Il y a un déni sociétal absolument incroyable par rapport à l'expérience qu'on a vécue. Je le répète, c'est vraiment incroyable d'avoir vécu 2 ans de en tout cas, d'autoritarisme très net. Tous les abus qu'on a vécus pour en parler aussi peu dans l'ensemble dans la campagne, c'est assez incroyable. On peut juste être dans le déni ou dans le manque de maturité. C'est un mélange des deux. Et sinon, le manque d'attention prêté à la jeunesse en général, c'est un des symptômes aussi du vieillissement de la population. C'est-à-dire qu'on a un discours qui s'adresse d'abord à une clientèle d'âge et on a un discours qui conforte le mode de vie
d'une clientèle d'âge qui est de plus en plus grincheuse, intolérante dans son mode de vie. Donc, tout ce que le couvre-feu qui est venu finalement conforter une intolérance de la population face au bruit. Donc, les enfants, ça a été pareil. Donc, les enfants, on les drogue à l'école, on les masque à l'école. C'est la poursuite de la logique du Ritalin, tout ça. Donc, faites pas trop de bruit. Si vous êtes turbulent, on va vous donner une tablette. Donc, le gouvernement, de toute façon, on a juste ça à faire aujourd'hui, regarder nos tablettes puis nos écrans parce qu'on est confinés. Donc, ça faisait l'affaire de bien des parents. Il y a eu une grande démission là-dedans. Ça a conforté la paresse de bien des gens, toutes ces politiques du gouvernement. On ne veut pas recevoir à Noël. On n'a pas le goût de faire la vaisselle. Fait qu'on va décréter un couvre-feu pour le jour de l'an. Fait on ne la verra pas, ma tante Germaine. On ne veut pas avoir, on ne veut pas faire la vaisselle. On ne veut pas voir notre famille. C'est vraiment pathétique là, ce qui s'est passé. C'est grave. C'est très, très grave ce qui s'est passé. Personne ne va en parler. Donc, c'est la même chose chez les jeunes. Puis au-delà de ça, c'est peut-être un discours qui est peu sexy. Est-ce que parler d'éducation, c'est un thème qui pogne dans une campagne électorale? C'est peut-être un enjeu trop sérieux, finalement. C'est peut-être plus facile de parler d'immigration puis de dire que 70% des immigrants ne travaillent pas. C'est sûr, on lance des trucs comme ça. C'est plus sexy peut-être que de dire que les jeunes, peut-être qu'on devrait moins leur donner de Ritalin puis s'attaquer vraiment. Mais je pense que c'est grave. Les jeunes, leur santé mentale est vraiment... ça n'a jamais été aussi bas. Là. Le Québec est une société dans son ensemble qui est surmédicamentée, dont les problèmes de santé mentale vraiment deviennent de plus en plus importants et on le sent là, dans le climat social. Ça, c'est un grand absent, la santé mentale. Encore là, est-ce que la solution, ça passe par multiplier les programmes destinés à la santé mentale? Là, je rejoins Frédéric dans le sens où on n'arrête pas de victimiser les gens. On essaie de créer un safe space pour que les gens se mettent à l'abri de tous les dangers, que ce soit des virus, des micro-agressions, n'importe quoi. Donc, on n'apprend plus aux jeunes à être forts. On a un discours qui conforte la faiblesse et la victimisation. Donc, peut-être que ça passe plus par un renouveau du discours sur l'éducation comme telle. Je vais reformuler. Je pense que le problème, c'est plus notre approche par rapport à ce qu'on apprend aux jeunes que le problème, c'est plus ça que le manque de psychologues. Enfin, je pense que c'est deux problèmes. C'est-à-dire que le climat social entraîne des problèmes psychologiques. Là. Donc, il faut s'attaquer aussi à la source du problème. Là, on veut juste s'attaquer. Comment dire? Je commence à être un peu ça, on va en fait aux conséquences et on ne remet pas en question qu'est-ce qui conduit un jeune à décrocher, qu'est-ce qui conduit un jeune à avoir des difficultés, d'avoir des pensées suicidaires, à s'auto-mutiler. On ne parle pas de l'anxiété de performance, on ne parle pas parfois à quel point les parents sont en grande détresse. Donc des parents en grande détresse, ça ne fait pas des enfants forts parce que les piliers de résilience sont beaucoup moins efficients. Et si on se retrouve avec des enseignants en moins grande quantité et donc on engage des personnes qui sont pleines de bonne volonté mais qui n'ont peut-être pas la compétence pour enseigner, d'accord? Ben à ce moment-là, ça veut dire que ce sont des enseignants qui pédalent en classe et donc ça, là aussi, ils sont dans une difficulté puis on est dans une drôle de roue. Mais là où j'étais vraiment étonné, c'est que pour ceux qui ont écouté l'entrevue que j'ai fait avec Jean-François Roberge il y a quelques jours, qui est encore disponible sur le site de libremedia.ca. Il y a plein de choses auxquelles moi j'ai participé dans les comités d'experts qui ont été mis en place, des bonnes nouvelles qui étaient là pour les jeunes, mais on n'en a pas parlé. Tu vois, j'étais même pas au courant qu'il y avait eu ça, donc effectivement, on n'en a clairement pas parlé. Peut-être pour continuer avec ce que Jérôme disait, qu'il y a une espèce de focus sur l'électorat plus âgé aussi qui est rendu vraiment important. Puis il y a aussi l'effet de l'idéologie que j'appelle l'idéologie intersectionnelle, là, qu'on appelle l'idéologie woke, qui quand même glamorise beaucoup le problème de santé mentale. À la limite, c'est presque rendu un marqueur identitaire maintenant. Donc, tu sais, tu as ton groupe de musique préféré puis ton profil préféré sur le DSM-5. Et donc, mais effectivement, le fait qu'on n'en ait pas parlé, ça, c'est bizarre, mais on a tellement eu des élections bizarres
Et il y a tellement des choses qui ont été ignorées à un point tellement vigoureux que il y a presque plus rien qui me surprend maintenant. Est-ce qu'on devrait essayer de refaire un nouveau sommet du Québec et de la jeunesse pour essayer, d'une part, d'aller chercher l'information, qu'est-ce que les jeunes veulent vraiment, ou c'est un momentum qui n'a finalement peut-être pas apporté ce que ça aurait pu apporter il y a 20 ans? Ben, il y a 20 ans, en 1999, hein, le sommet du Québec et de la jeunesse, il y était quelques-uns à être là. Oui, il y avait de grands arbitrages. Il y avait quelques arbitrages à faire, des arbitrages financiers en particulier. Puis, il fallait le tenir parce que ça avait été promis. Hein. C'est un peu comme les référendums. Soit tu les fais pour gagner, soit tu les fais parce que tu l'as promis. Bon, dans ce cas-là, le gouvernement l'avait promis. Mais malheureusement, j'ai des doutes par rapport à une telle entreprise parce que essentiellement, ça va devenir un concours de cris. C'est ceux qui vont crier le plus fort, ceux qui vont avoir la posture de victime la plus convaincante, qui vont partir avec le butin de l'attention. Et je commence à, de plus en plus, vous direz que c'est peut-être le côté grincheux de la vieillesse qui me fait dire ça, mais je commence à penser qu'il est plus serein de réfléchir dans un autre contexte aux changements qui doivent être les nôtres, plutôt que d'être dans un concours de cris dans une salle d'urgence. Moi, je pense que c'est une bonne idée, Joël, que ce sommet-là, il y a une très, très grande réflexion à mener pour me reprendre. C'est-à-dire qu'il y a des causes sociales à l'anxiété et à la dépression. Donc, il y a un climat social qui nourrit ça, puis il va falloir se pencher. C'est-à-dire, moi, c'est un de mes grands questionnements. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite à Mexico depuis quelques années et je me demande tout le temps pourquoi une société comme le Québec, qui est riche finalement à l'échelle du globe, pourquoi il y a plus de problèmes de santé mentale au Québec que dans des pays pauvres? Et pourquoi les jeunes au Québec actuellement souffrent plus de problèmes de santé mentale que des jeunes latino-américains qui ne sont pas épargnés par le phénomène? Mais pourquoi ils souffrent plus? Pourquoi on souffre plus dans une société comme le Québec qui est super sécuritaire, qui est riche, qui a des leviers, qui appartient quand même au G7 dans son appartenance au Canada? Donc, pourquoi au Québec, on est rendu là sur le plan? Puis, comme je vous dis, c'est des grands chantiers. Il faut vraiment se poser la question. Ce n'est pas seulement en multipliant les psychologues qu'on va régler la question. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans notre approche, dans notre vision de la vie qui ne marche pas. C'est une question qui est philosophique. C'est-à-dire comment on perçoit la vie. Et c'est sûr que si notre vie se résume à seulement vouloir de la petite sécurité, puis au Québec, c'est beaucoup de la petite vie, puis bon, le but de la vie, c'est surtout d'entretenir sa petite sécurité personnelle. Et finalement, on voit que ce modèle-là crée beaucoup d'angoisse. Et c'est peut-être pas de... Donc, est-ce qu'on va... Mais en même temps, c'est très théorique, là, tout ça. Est-ce qu'on aurait la capacité de déployer une réflexion aussi large, aussi vaste? Je ne suis pas certain, mais idéalement, il faudrait qu'on aille là. Vous comprenez? Oui. Philippe? En fait, j'avais pas, parce que j'ai pas très bien connu, je me rappelle du Forum de la jeunesse, mais je me souviens pas exactement qu'est-ce qui s'y est passé. Donc, pour moi, c'était comme relativement une idée nouvelle. Je me rappelle d'avoir vaguement entendu parler de ça. Je me demande, là, je vous pose la question, est-ce que ça avait donné quelque chose après? Ce que moi, j'avais trouvé intéressant, c'est pas nécessairement la grand-messe finale où malheureusement les jeunes étaient un peu trop noyautés, notamment par les syndicats et d'autres corporations qui ont fait des jeux de coulisses qui n'étaient pas toujours très jolis. Ce que j'ai trouvé, moi, de beau dans ce processus-là, c'est ce que M. Legault avait fait, c'est qu'on est parti de la base, on a écouté les jeunes dans plein de régions et il y avait eu la création des forums jeunesse avec des budgets spécifiques, avec des projets spécifiques, avec une mobilisation des jeunes sur des intervalles réguliers pour les amener à voter leurs représentants. Et à partir de là, il y a toute une génération de jeunes politiciens, de
d'hommes et de femmes engagés qui est né de ça. Moi, j'étais déjà engagé, Frédéric aussi, mais il y en a d'autres qui ont démarré en fait leur carrière, entre guillemets, de personnes engagées sur le plan sociétal grâce un petit peu à ce genre de projet-là. Donc, il y a un côté mobilisateur des jeunes et qui leur donne un endroit ou un lieu dans lequel ils peuvent éventuellement se prononcer. Malheureusement, les forums jeunesse ont disparu sous les libéraux il y a quelques années. J'imagine aussi qu'il y a toujours un danger de politisation de ces forums-là éventuellement. Peut-être pas au début, mais assez rapidement. Ça doit être assez juteux pour certains acteurs politiques d'en profiter un peu. Ça peut toujours venir faire dérailler un projet de ce genre-là. Encore là, je ne sais pas si c'est ce qui est arrivé à l'époque. J'aurais bien peur que ce soit ça qui arrive présentement. Mais de toute façon, ça revient aussi à, on peut avoir plein de bonnes idées, mais qu'est-ce que le gouvernement en place avec sa super légitimité va décider vraiment quelles sont nos priorités? C'est eux autres c'est eux malheureusement qui vont tout décider. Hein? Donc, il va falloir les convaincre de nos bonnes idées si on en a la capacité. Frédéric, tu voulais réagir? Je ne suis pas certain que si l'enjeu, c'est de mieux vivre ensemble, mieux éduquer nos enfants, mieux se comporter comme individus pour que tout le monde soit plus résilient. Pas sûr que la solution vient du gouvernement. J'ai l'impression, malheureusement, que, et là, je fais un commentaire très, très large et très général, là, il faut en prendre et en laisser, mais qu'on est victime de notre succès. C'est-à-dire que l'étatisation de la société québécoise nous a permis toutes sortes de progrès, mais à un moment donné, le libérateur devient ton bourreau ou ton geôlier. Et là, il nous est devenu presque impossible de réfléchir à quelque chose comme comment venir à bout de l'anxiété de nos enfants sans achaler le gouvernement sur la manière de s'y prendre, la manière d'y réfléchir. Peut-être qu'on a à développer des moyens d'action, des moyens de réflexion qui contournent le gouvernement, puis peut-être qu'il aura à réagir, à être à la remorque, mais je ne trouve bien impuissant que de toujours être dans un mode de revendication sur des questions de ce type-là. Alors, messieurs, mot de la fin? Qu'est-ce que vous aimeriez dire qu'on n'aura pas encore dit dans cette soirée? Ben, écoutez, je le répète, on sort d'une élection où il y a 5 partis qui étaient compétitifs pour avoir lutté contre des monopoles politiques au niveau municipal où la corruption s'est installée. Moi, quand je vois 5 partis politiques compétitifs, je trouve que c'est un signe de santé pour aujourd'hui et pour demain là, de notre système politique. Merci. Ben moi, je conclus sur la nécessité d'une réforme du mode de scrutin qui m'apparaît vraiment plus que nécessaire pour la vitalité de la démocratie québécoise, pour des raisons qui sont devenues presque évidentes. Là. Je rajouterais quelque chose que je voulais dire tout à l'heure, mais j'avais oublié mon point, puis c'est Lynn DLGR que je vois qui a écrit un commentaire qui allait dans le même sens. C'est-à-dire que quand on dit qu'un autre mode de scrutin ne pourrait pas marcher parce que ça fractionnerait la classe politique en trop de partis, il y a aussi, et là je rêve un petit peu, là, mais j'aimerais vraiment que dans notre système politique, dans les parlements, ce soit moins axé sur une confrontation automatique et constante. Et évidemment, il y a quand même certains espaces de collaboration, mais c'est quand même fondé, tu sais, juste le terme de parti d'opposition comme par la nature même du mot utilisé en dit déjà long. Et des fois, je rêve que ça pourrait, je sais que c'est très optimiste, que ça pourrait se faire dans un esprit un petit peu plus de collaboration. Ça pourrait, un changement de mœurs comme ça pourrait rendre n'importe quel système politique à peu près fonctionnel. Mais évidemment, les choses étant ce qu'elles sont, la plupart du temps, c'est sur un mode d'opposition. On peut rêver d'imaginer que ça pourrait changer. En fait, l'objectif serait peut-être de créer des vrais consensus, pas des pensées dominantes. Effectivement. Alors voilà, écoutez, merci à ceux qui nous auront écoutés ce soir. Merci à vous trois, c'était très généreux de votre part de nous accorder vos belles réflexions. Je rappelle en fait que libremedia.ca, c'est un journal qui est disponible sur le net. On essaye d'aborder le plus possible des sujets, de les documenter, de creuser, de nuancer beaucoup d'éléments. On a besoin de vous, on a besoin que vous nous accompagniez là-dedans parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, je suis bénévole moi dans ce projet.
Et donc, mais on a des jeunes journalistes, on a une équipe technique qui travaille d'arrache-pied pour pouvoir vous proposer justement tous ces beaux articles-là. Donc, on a besoin de vous à ce niveau-là. Donc, venez nous rejoindre en fait sur libremedia.ca et puis on va se revoir très prochainement pour un autre live ou d'autres activités qui s'en viennent. On revient avec des surprises d'ailleurs dans les prochaines semaines. À bientôt tout le monde. Merci.